En 1998, après donc ce passage à Igloolik, le travail avec Paul Roassac et Radley York, je décide d'aller à Kangertugapik. Là, j'arrive à rencontrer ce fameux Nauyardlark. J'avais pu le voir brièvement à un moment donné quand il était Iqaluit, il était hospitalisé, et puis là, j'ai communiqué avec lui et je débarque là-bas et je loge dans une famille de Inuits là-bas qui comprenait bien le parler de Igloolik parce qu'ils étaient apparentés et puis bon, ils connaissaient apparemment, il y a des liens anciens historiques entre les communautés, entre Poninet, Arctic Bay, Kangertugapik. Et donc je loge dans cette famille et je revais voir Nauyardlark et on fait des arrangements pour travailler ensemble. Alors, Nauyardlark, et j'ai enregistré, je ne sais pas, peut-être 25 heures de témoignages qui restent encore à transcrire et qui devient maintenant unique. Il a disparu malheureusement après une vie très remplie. Et voilà comment se résume sa vie. Nauyardlark avait un grand-père chaman, un grand chaman. Et il était très lié à son grand-père, qui l'emmenait parfois avec lui à la chasse ou promener sur la banquise ou au bord de la mer. Et un jour, il rencontre un chasseur qui semblait être un ami du grand-père, qui était là avec un jeune garçon à peu près du même âge que Nauyardlark. Alors pendant que les deux vieux parlent ensemble, les deux jeunes se mettent à jouer, etc. En fait, cet adulte était un Tarkreakchuk, un esprit, qui sont un peu les équivalents des Ireït, des êtres invisibles, sauf que eux, on les trouve dans les falaises sur les bords de mer. Les Ireït, on les retrouve à l'intérieur des terres, très liés aux caribous. Alors que les Tarkreakchuk, l'étymologie veut dire aussi comme Ireït. Ireït, c'est qu'ils peuvent échapper au regard. Et Tarkreakchuk, c'est Tarkra, l'ombre. Donc ça revient à la même étymologie. Des êtres qui disparaissent et qui réapparaissent ou qui apparaissent à certains ou qui apparaissent quand ils le désirent, quand ils désirent être vus. Et était lui-même sans doute doté de pouvoirs importants, comparables au pouvoir chamanique, et était là lui-même avec son petit-fils. Et donc les deux petits-fils deviennent amis, et ça dure plusieurs années. Et puis, ils sont amis, ils grandissent, et un jour, le petit-fils, le grand-père meurt, si mes souvenirs sont bons, ils restent amis, et un jour, le petit-fils Tarkreakchuk présente Nauyardlark, devenu jeune adulte, à sa sœur. Même histoire qu'en Amazonie. Présente à sa sœur, bon, il fait connaissance, et puis, bon, à un moment donné, il tombe amoureux, il épouse la sœur de Tarkreakchuk. Et il devient chaman. Et ça, c'est juste au moment, sans doute un peu avant la conversion à l'anglicanisme. Et donc, il pratique, et puis voilà que il a une fille avec cette épouse. Et là, la communauté se convertit et on décide, sa famille décide de le marier à une femme inuite. Alors, il épouse la femme inuite et il a aussi une fille.
Et puis, la communauté se convertit à l'anglicanisme et on le pousse aussi à se convertir. Il se convertit et là commence une période complexe un peu. Il est marié, il a 2 épouses, une femme Tarkrachuk, une femme Inuit, une fille de chaque côté. Et un jour, les Tarkrachuk décident eux aussi de se convertir. Et alors, ils le préviennent, on va venir te chercher un de ces jours. Et voilà qu'un jour, alors qu'il était à la maison avec sa femme et sa fille Inuit, une espèce d'auto-neige arrive dans les airs, sans bruit, et se pose devant sa maison et arrive à lui faire comprendre qu'il faut qu'il vienne avec eux. Alors, il sort, il monte, et puis elle repart sans faire de bruit. Et ils montent sur la falaise, et assez loin, et là, ils arrivent dans une sorte de temple protestant, où les Tarkrachuk sont rassemblés, car ils ont décidé d'être convertis, et de les marier dans l'anglicanisme. Ils lui disent, tu sais, tu risques d'avoir des problèmes avec la communauté. Alors, on va te marier, comme ça. Donc, ils se marient. Et puis après, ils lui disent, on ne veut pas que tu aies des problèmes avec les tiens. Ils ne savent pas très bien qui nous sommes et ça risque de te créer des problèmes. Alors, et l'épouse Tarkrachuk lui dit, tu ne me verras plus. Mais j'ai visité ton épouse Inuit en rêve et je vais me fondre en elle. Nous ne ferons plus qu'une. Et notre fille, pareil, va se fondre dans ta fille humaine et donc nous serons toujours là. Mais les gens ne le sauront pas. Alors lui est d'une part très triste de la quitter et puis bon, ça le dépasse quelque part. Alors il le ramène et à partir de ce moment-là, il ne voit plus son ami, homme, Tarkrachuk, ni sa femme de façon invisible, mais elle est fusionnée avec... Alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme étant une logique de survie dans une complexité irrésoluble. Ben, il a trouvé une solution. Et cette solution-là, enfin, où les Tarkrachuk ont trouvé pour lui une solution, et je la trouve intéressante, très intéressante. Donc, ça m'a fasciné, et visiblement, l'épouse, bon, elle me voyait, je venais le chercher, parce qu'on ne faisait pas les entrevues chez lui. Ça aurait été sans doute un peu plus compliqué, parce que les 2 épouses en une auraient peut-être réagi selon les jours, selon... Et en tout cas, j'avais là cette réponse et j'ai eu quelque part la transcription du film, du récit qu'il avait fait, qui était beaucoup plus court. Je n'avais pas eu tous ces détails dans le petit bout de film qui avait été fait sur lui, mais j'ai trouvé ça fascinant. J'avais un autre récit, mais uniquement récit, qui m'a été rapporté par un nommé Akuliak dans le Nunavik à propos d'un homme, un chaman, aussi un chaman, un grand-père de Akuliak. Akuliak est mort à Inujjuaq, mais il venait des îles Krikartey. Un homme chaman qui se promène un jour pour aller chasser, et puis qui rencontre un autre homme, donc il discute, qui avait l'air, qui avait des chiens, et qui avait l'air d'être un bon chasseur. Il bavarde et l'autre lui dit « Mais écoute, je t'invite chez moi ». Et il habitait à l'intérieur d'une sorte de caverne, mais qu'on ne voyait pas. Donc quand il s'approchait, comme une espèce de porte s'ouvrait dans la pierre, et puis il entrait, puis ça se refermait. Alors il entre, et là il découvre l'intérieur
qui était un peu arrangée comme une maison de blanc. Il y avait des lampes un peu partout, un poêle, fourneau, une toilette. Et puis, il fait connaissance de la femme et qui se nomme et qui était une femme Inuk, mais qui avait disparu il y a longtemps, vieille, et qui avait épousé un Tongrar, comme on les appelle là-bas, donc un être à la fois géant, qui peut se rendre invisible ou visible, qui peut se régénérer, enfin bref. Elle vivait là, elle avait deux enfants, un fils et une fille, et on l'invite à dormir là, et puis la fille s'invite même à partager sa couche, et donc il reste là plusieurs nuits. Il avait une épouse, lui, dans le village, dans la communauté, et des enfants. Il oublie tout ça, il passe plusieurs jours, il découvre que, et elle lui explique aussi, la vieille, qu'elle avait été abandonnée à un moment donné, et qu'elle avait réussi grâce à sa rencontre avec ce Tongrak, à survivre, et une autre femme qui était capable également de chasser, enfin bref, une histoire très intéressante. Et finalement, il découvre que quand il apprend d'elle aussi, vieillit, son mari l'emmène à la toilette, la mange et l'excrète rajeunit une jeune fille. Et lui, apparemment, les Tangreïtes se régénèrent aussi. Bon. Et elle redevient une belle jeune fille. Et il fait pareil, je pense, pour les chiens. Alors, histoire incroyable. Puis à un moment donné, il se met à penser à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Ils doivent s'inquiéter, etc. Donc il leur dit, écoutez, il faut que j'aille leur donner des nouvelles. Ils s'inquiètent de moi. Alors, la fille du Tongrar qui est un peu déçue, mais bon, il y va, il rentre chez lui, il a tout oublié en rentrant chez lui de son aventure avec les Tangreïs. Et à chaque fois qu'il reva chasser, il retrouve le chemin des Tangreïs, il repasse quelques jours et ça recommence. Et il mène cette vie jusqu'au jour où, je pense, une chapelle est créée, une sorte d'annexe de la côte, de Great Well ou de Little Well. Et là, ils sont chrétiens et il va au service religieux et il est pris de remords donc, après un nouveau séjour et il avoue tout publiquement et il regrette, etc. Et du coup, il ne retourne plus là-bas. Donc j'avais autre formule de la confrontation avec le christianisme, mais d'une histoire qui, par certains côtés, ressemble à l'autre. Et donc pour moi, j'ai retenu ça également dans la vaste enquête comparative que nous faisions, Amazonie, Sibérie. Donc dans le fond, on a en arrière-plan un système comparable d'alliance, mais en contradiction avec la modernité, etc. Donc, j'avais tout ça en tête. Lorsque on m'invite au Cégep Marie-Victorin, il y avait là un professeur de philosophie qui, je pense, était un frère, peut-être un frère oblat, enfin bref, qui avait été au Nord et qui utilisait beaucoup les articles que j'avais publiés jusqu'à date pour ses cours aux Inuits finissants. Il y avait là donc Charlie, qui était un des premiers étudiants en français au Cégep Marie-Victorin. Il devait être en terminale ou l'avant-dernière année. Et à un moment donné, je reçois une invitation. Ces étudiants, chaque année, organisaient 3 jours portes ouvertes à tous les visiteurs qui voulaient venir. On offrait repas inuit, et puis conférences, et puis films, etc. Et on m'invite à venir parler du chamanisme. Alors, je pars en voiture, un peu de bonheur pour trouver exactement où était le cégep. Puis j'arrive en avance. Et il y avait une session qui n'était pas terminée du matin, enfin de l'avant-midi. Puis je regarde le programme et je vois mon expérience du chamanisme. Charlie Naukaroark.
Alors, je me dis, ben, je vais aller voir ça. Et alors, j'arrive et je vois ce jeune adulte qui arrive avec une valise, qui l'ouvre, remplie de plumes, d'espèces d'oiseaux différentes, d'ossements, de différents mammifères, d'un petit morceau de peau de tel écureuil, d'un renard, d'un phoque, enfin bref, et qui raconte que il est né, il a eu une naissance difficile. On a cru qu'il allait mourir. Il n'est pas mort. Et depuis qu'il parle et qu'il comprend, sa mère lui dit qu'il a eu une naissance singulière et qu'il aura une vie particulière. Et donc il a été élevé avec cette idée-là qu'il était quelqu'un de différent des autres. Et très tôt, il s'est mis à aller interroger les personnes âgées, hommes et femmes. Et fasciné par les histoires de chamans, leur a demandé de lui raconter. Alors, il a pu collecter, il a maintenant un peu plus de 40 ans, peut-être 45 ans, il a rencontré des aînés qui lui ont raconté des rituels tout à fait intéressants, moi dont je n'avais jamais entendu parler, pour avoir du gibier, même sans le chasser, en mettant une peau, enfin bref, à marée basse. Et puis, ils vont parler des esprits, qu'il fallait souvent partir seul, et que jusqu'à ce que les esprits viennent à vous. Et donc, il a fait ça souvent, partir dans l'arrière-pays. Et à un moment donné, il a eu l'impression d'entrer en contact. Mais jamais autant qu'il aurait voulu, puisque là, il suivait des cours, il aurait voulu des choses plus abouties, mais il n'y avait plus personne pour l'initier, vu qu'il n'a jamais rencontré de chaman en activité, ni même, je pense, d'anciens chamans. Donc, il présentait tout ça. Alors moi, je l'écoute, alors je vais lui parler après, je lui dis, écoute Charlie, c'est formidable. Moi, j'ai rencontré une personne au Nunavik qui véritablement avait assisté à une séance chamanique. La vieille Atassialuk de Kangersuk, qui, quand il était enfant, a assisté à une séance faite par un chaman qui était venu sans doute de Baffin, peut-être d'Igloolik, et qui avait fait une séance, et elle m'a reproduit ce dont elle se souvenait. Ralala, 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 ralala. Poutoarok, 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 poutoarok. Elle avait une voix glauque, et j'ai reconnu le début d'une incantation chamanique telle que rapportée par Rasmussen. Et alors, cette femme, cette vieille femme, elle avait fait sortir son petit-fils, ce vieux leader de Makivik actuellement, un des leaders de Makivik, qui était mon conducteur de traîneau à chien en 56, qui avait le même âge que moi. Elle ne voulait pas qu'il entende. Et chaque fois que je le revois, il me rappelle ça. Il me dit « Ah Bernard, j'étais frustré. Toi, tu avais le droit d'entendre les histoires de ma grand-mère sur le chamanisme, mais moi, j'aurais aimé. » Non, elle me faisait sortir parce que j'étais chrétien, et puis, bon, elle aussi d'ailleurs. Et elle ne voulait pas que j'entende ça. Alors, je fais ce chant, cette incantation à Charlie. Alors, ça a créé un lien entre nous, formidable. Et j'ai retenu ça quand j'ai été contacté en France par un groupe de production de films documentaires, souvent scientifiques, archéologiques, bon, par Maurice Ribière en particulier, qui est un ethnomusicologue, qui s'est arrêté, je pense, au niveau du doctorat, et on est devenus amis, qui voulait faire un film qui s'est intitulé « Et Sapiens invente à l'homme ». Sur les dernières trouvailles qui avaient été faites dans ce domaine, sur l'unité des langues, donc une langue première d'où seraient dérivées les autres. Et bref, ils avaient décidé d'aller en Sibérie, en Afrique du Sud, chez le Bochiman, où il y a aussi des traces de pas extrêmement anciennes de sapiens, en Palestine, parce que là, on a trouvé la première tombe avec preuve de rituels autour des morts qui datent de 100 000 ans. Enfin bref, une remontée dans le temps, mais où l'inverse, en partant du plus ancien jusqu'au plus récent. Et pour eux, les Inuits étant les derniers à être venus dans les Amériques, évidemment intéressés
par me faire participer comme conseiller, puis comme informateur aussi, sur le cas inuit. Alors je l'ai écouté. Bon, des chamans en activité, il n'y en a plus. Il y a le souvenir encore très vif. Il y a d'anciens chamans. Moi, ce dont je peux vous parler, c'est d'un reste, le site de gravure rupestre que j'ai, entre guillemets, découvert, c'est-à-dire été le premier à en parler dans le Sud, à aller sur place, à le décrire, et à comprendre qu'il s'agissait de restes préhistoriques extrêmement importants, et je n'avais jamais entendu parler d'autres, et il s'avère qu'actuellement c'est le seul connu dans l'Arctique canadien, sur l'île de Krayartalik, pendant mes voyages à Kangersuaq, et j'avais été mandaté par le musée de l'homme de l'époque à Ottawa, pour même faire des moulages qui ont été faits, et ça a été les premières descriptions de ce site que les organisations inuites aimeraient bien faire classer au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Et donc je dis, je peux vous emmener là, vous emmener dans la caverne du Tangra, qui porte ce nom-là, des sites où des chamans opéraient, etc., et puis faire parler quelques aînés. Mais je leur dis, il faudrait faire venir Charlie, qui est le seul que j'ai jamais rencontré, qui vraiment a cette passion et veut en connaître plus. Il pourra vous raconter même sa vision du monde à travers tous les récits qu'il a pu avoir. Alors ils sont d'accord. On monte en avion, donc assez rapidement. On va dans les petits villages. Je retrouve là d'ailleurs un policier assistant inuit qui était l'ancien petit garçon dont j'avais défendu la cause auprès de la Cour supérieure, une cause d'adoption par son grand-père, enfin des hasards incroyables. Et on arrive dans le village, on va chez Mikarjuk, qui, elle et son mari, nous commentent ce qu'ils savent du site de Krayartalik. On passe quelques jours et puis ils arrivent à louer un hélicoptère. Une partie de l'expédition, donc moi-même avec Charlie, nous partons en skidoo avec un petit traîneau et les autres vont pouvoir filmer depuis l'hélicoptère à différentes hauteurs jusqu'au site. On va sur le site et puis là on filme, on fait quelques gros plans et puis des commentaires. Moi je dis ce que je connais et ce que les archéologues, mais jusqu'à date il n'y avait pas eu vraiment de descriptions bien poussées, peuvent en dire. On le date d'au moins 1000 ans et puis on l'attribue aux Dorsétiens, donc cette population qui existait juste avant les ancêtres des Inuits actuels. Et puis Charlie est interviewé, bref. Alors, on repart, on rentre chez nous et nous partons en Amazonie avec Françoise cette même année. Et on se promet avec Charlie de garder le contact. On arrive à nouveau là-bas, donc en 97. On revient et le montage se fait en France pendant l'été et l'équipe de production me fait savoir qu'ils aimeraient bien m'avoir pour finir le montage. Donc je vais en France, je travaille avec eux quelques semaines et ils me font parler, ils me disent « Bernard, ce serait formidable de faire avec vous un film sur le chamanisme. » Alors je leur dis, ben écoutez, vous pourriez venir sur les terrains où on est allé, Igloolik ou enfin le Nunavut, l'Amazonie, la Sibérie, et puis pourquoi pas faire un tour en Corée du Sud, où là j'ai assisté à des séances de chamanisme, même à Séoul, proche de Séoul. On aurait là des images, ou même encore en Birmanie, où on avait vu des scènes de possession rituelle qui sont décrites aussi très bien, et on connaît une spécialiste qui avait contribué au numéro d'Anthropologie et Société, Madame Braque de la Perrière. Elle me dit, on va penser à ça, on va préparer, on va essayer d'intéresser Arte, etc. Donc je reviens, et voilà que nous avons fait une demande
une nouvelle demande de subvention aux crèches pour essayer de finaliser notre travail avec Question Betsa, Arevalo, à qui on avait proposé, qui nous avait proposé de venir un mois au Québec. Et donc, on recommunique avec lui et on obtient notre subvention et on arrive à programmer 1999 pour sa venue au Québec. Alors, entre-temps, Charlie, on gardait le contact et donc on l'informe. Il nous disait, mais on l'informe que le chaman va venir. Et alors, il est très excité. Il dit, bon, je vous retéléphonerai du Nord pour savoir quand il sera là. Bon. Alors, l'année se passe, on a encore un congrès d'études inuites et plein d'activités. Et voilà qu'arrive 99, arrivée de Kwessembetsa à Ancienne-Lorette, l'aéroport de Québec. On va l'accueillir et on l'accueille à Beaumont, dans la grande maison ici. Il se repose un peu, puis on lui fait un petit programme. Donc, visite des Hurons-Wendat, où il y avait même des petites cérémonies semi-religieuses. Donc, il était intéressé de voir des Amérindiens. Et puis, après quelques jours, téléphone de Charlie, est-ce que le chaman est arrivé? Je n'ai jamais rencontré de chaman. Alors, on lui dit oui. Il dit, écoute, j'ai obtenu de la communauté et de Makivik un petit fonds pour me payer le voyage. J'aurai un rapport à faire pour rencontrer ce chaman. Et est-ce que tu peux demander à Françoise si elle nous accueillerait, si elle m'accueillerait pendant une semaine à la maison? Alors on lui dit, d'accord, Charlie, je lui en parle. Françoise est d'accord, à condition que ça ne nous empêche pas de travailler. Il vient ici pour travailler toute la journée. Tu prépareras tes questions pendant la journée, et puis pendant les repas, Françoise lui traduira, et puis tu auras les réponses, elle t'aidera. Donc le matin, au petit déjeuner, à midi, en soirée. Le reste, eh ben, écoute, on trouvera des petites occupations, et puis bon. Alors Charlie dit d'accord, et il s'annonce le surlendemain. On va le chercher, ravi. Il apporte un petit cadeau, une petite lampe à huile qu'il a faite pour le chaman, il la lui offre. Et le chaman lui dit, écoute, je t'offrirai ma pipe de chaman. Enfin, il fait traduire. Donc, ils font une petite cérémonie, on allume la lampe, l'autre tire quelques bouffées, le purifie. Et ainsi commence ce séjour qui a été fascinant, et pour nous, et pour Charlie, et pour aussi Arevalo, parce qu'il partait se promener le soir au bord du Saint-Laurent. La nuit, les esprits sont présents plus facilement. Et même s'ils ne se comprenaient pas par les mots, il y avait une sorte de communion de pensée. Et pendant une semaine, les questions ont toutes été posées. On a enregistré tout ça et ça a été fascinant.